Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui au programme, je vais vous proposer 5 histoires paranormales. Des histoires de fantômes, de lieux hantés, des histoires qui sont super intéressantes, frissonnantes bien sûr, mais ça c'est uniquement si vous croyez au paranormal. Quoi qu'il en soit, il y a toujours une petite dose de mystère et c'est ce que je trouve le plus intéressant dans ce genre d'histoire. Si vous ça vous plaît, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne, retrouvez-moi aussi sur Instagram AkenTV que je vous affiche juste ici. Et si vous êtes maintenant prêts, on est parti pour se plonger dans nos différentes histoires. Au cœur du Marais, derrière les ruelles pavées et les façades anciennes, se dresse l'Hôtel de Sang, un joyau gothique figé dans le temps. Aujourd'hui, il abrite la paisible bibliothèque Forney, mais son histoire, elle, est tout sauf tranquille, car autrefois, ses murs ont vu couler le sang. Nous sommes au XVIe siècle. Marguerite de Valois, plus connue sous le nom de Reine Margot, séjourne ici. Belle, sulfureuse, insaisissable, ses amours font scandale. Un soir, l'un de ses jeunes favoris, à peine 18 ans, l'accompagne jusqu'à son carrosse. La nuit est silencieuse. Dans la ruelle sombre, il ne voit pas l'ombre qui l'attend. Un éclair d'acier, un souffle coupé et le jeune homme s'effondre. L'assassin, un ancien amant consumé par la jalousie. Margot, témoin de la scène, exige sur le champ qu'on le capture et qu'on l'exécute. Le sang a coulé devant l'Hôtel de Sang et depuis ce jour, on dit que l'âme du malheureux n'a jamais quitté les lieux. La légende est née. Les Parisiens rebaptisent le bâtiment l'Hôtel de Sang. On raconte que, les nuits sans lune, on entend encore des pas précipités dans les couloirs vides, comme une course vers une fuite impossible. Certains jurent avoir vu une silhouette pâle, vêtue à la mode du XVIe siècle, errer lentement dans la cour intérieure, comme si le drame se rejouait, encore et encore. Pour comprendre cette malédiction, il faut parler de Marguerite. Fille d'Henri II et de Catherine de Médicis, son destin fut scellé dès la naissance. Mariée à Henri de Navarre pour apaiser un royaume déchiré par les guerres de religion. Mais Margot n'était pas faite pour les mariages arrangés. Elle aimait librement. Ses passions contrariées, ses liaisons scandaleuses et les tragédies qui jalonnèrent sa vie forgèrent une légende sombre. Car partout où elle passait, la mort semblait la suivre. À 16 ans, elle aime le duc de Guise. On les sépare. Plus tard, elle épouse Henri de Navarre. 6 jours après leurs noces, Paris s'embrase lors de la nuit de la Saint-Barthélemy. Les rues se couvrent de cadavres, les murs ruissellent de sang. Les historiens diront que son mariage fut maudit. Et Margot, elle, traînera ce destin tragique jusqu'à la fin de sa vie. C'est dans ce contexte que survient le drame de l'Hôtel de Sang. En 1606, Marguerite vit encore ici, entourée de ses amants. Ce 5 avril, elle revient de la messe des Célestins. À ses côtés, Gabrielda de Saint-Julien, 20 ans à peine, un visage d'ange. Alors que le jeune homme descend du carrosse pour aider la reine, une ombre surgit. Olivier d'Olivier de Vermont, rival jaloux, frappe sans un mot. La lame perce la chair, le sang éclabousse les pavés. Marguerite hurle, qu'on le tue ce méchant. Tenez, voilà mes jarretières, qu'on l'étrangle. Gabriel meurt sous ses yeux. Le meurtrier est arrêté, exécuté. Mais Margot quitte l'Hôtel de Sang le lendemain, jurant de n'y jamais revenir. Elle le surnomme l'Hôtel Maudit. Et depuis ce jour, la rumeur court. Certains affirment qu'à chaque nuit sans lune, l'ombre de Gabriel réapparaît, la même où il est tombé. D'autres disent avoir senti dans la cour un souffle glacé. Et puis il y a ces témoignages troublants. Des gémissements étouffés venant de nulle part. Un parfum de jasmin et d'ambre flottant soudain dans l'air. Le parfum que Margot portait. Et parfois, l'apparition fugace d'une silhouette féminine drapée dans une robe d'apparat glissant le long des murailles. Toujours la même scène, toujours la même douleur. Aujourd'hui, l'Hôtel de Sang attire les passionnés d'histoire et les chasseurs de fantômes. Car ici, le temps semble suspendu. Le silence y a quelque chose de différent, comme si les pierres retenaient leur souffle. Certains prétendent que l'hôtel conserve les traces de ces drames, peut-être même les âmes de ceux qui y ont souffert. Alors si un jour vous poussez la lourde porte de l'Hôtel de Sang, écoutez bien, car dans les couloirs, sous les voûtes, dans l'ombre des escaliers, il se pourrait que vous ne soyez pas seul. Au cœur de l'État de New York, entre Buffalo et Rochester, se dresse une silhouette inquiétante, Rolling Hills Asylum. Derrière ses murs rongés par l'humidité, ses lits en fer rouillé et ses chaises bancales, l'air est lourd, presque suffocant. Même des décennies après sa fermeture, on a la sensation que la détresse s'est accrochée aux pierres, comme une malédiction.
Autrefois, c'est là qu'on envoyait les indésirables, les malades mentaux, les infirmes, les pauvres, tous ceux dont la société ne voulait pas. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée avec la fermeture des portes. Car aujourd'hui encore, beaucoup affirment que les couloirs sombres sont hantés par les cris des oubliés, des âmes brisées, tourmentées, errant dans l'ombre, incapables de trouver le repos. À l'origine, Rolling Hills n'était pas conçu pour enfermer. En 1827, on l'appelait le Genesee County Poor Farm, un refuge censé protéger les pauvres et les indigents. Mais très vite, tout a basculé. La misère était bien plus grande que prévu, les bâtiments se sont retrouvés saturés. On a ajouté des ailes, des dortoirs, toujours plus de lits, jusqu'à ce que le projet initial disparaisse. Le refuge est devenu un asile. On y parquait les aliénés, les orphelins, les veuves, les vagabonds, les alcooliques et même des criminels. Tous rejetés, tous oubliés. À Rolling Hills, la souffrance avait 1000 visages. Certains passaient leur journée à errer dans les couloirs, prisonniers de leurs pensées. D'autres mouraient seuls, dans le silence des dortoirs glacés. Et pour beaucoup, le lieu devenait un labyrinthe de douleurs psychologiques, un endroit où le temps semblait suspendu. Les archives officielles recensent plus de 1700 décès derrière ces murs. La promiscuité, la faim, les maladies, la maltraitance, tout contribuait à un taux de mortalité effrayant. Dans le petit cimetière adjacent, des tombes sans nom, recouvertes de mousse, rappellent ces vies effacées. Et certains affirment même qu'une fosse commune reposerait quelque part sous la terre froide, là où des dizaines de corps ont été ensevelis, sans identité, sans prière, sans mémoire. Peut-être est-ce pour cela que le silence des lieux est trompeur, car ici, Rolling Hills n'est jamais vraiment vide. Les visiteurs racontent des phénomènes troublants, des pas précipités derrière eux alors que le couloir est vide, des cris étouffés dans les anciennes chambres, des mains glaciales qui frôlent une épaule, des portes qui claquent violemment sans courant d'air. Certains disent même avoir capturé des visages sur des photos, comme si les murs eux-mêmes retenaient les âmes prisonnières. Dans certains couloirs, des voix désincarnées murmurent, si basses qu'elles semblent se glisser directement dans vos oreilles. Et parmi les endroits les plus terrifiants, il y a le Shadow Hallway, le couloir des ombres. Jadis, c'était le dortoir des hommes. Aujourd'hui, les témoignages parlent d'apparitions régulières, des silhouettes fantomatiques, lentes, silencieuses, qui disparaissent en frôlant les murs, parfois tendant un bras avant de se volatiliser. Et l'esprit le plus célèbre ici, c'est Roy Krause, un homme atteint de gigantisme, placé à l'asile à 12 ans, où il vécut jusqu'à sa mort en 1942. Malgré sa carrure impressionnante, Roy était doux, presque attachant, mais son âme semble incapable de quitter ces lieux. En 1970, des décennies après sa mort, une employée raconta avoir vu sa silhouette immense au bout d'un couloir. Le lendemain, elle le revit, effondré, inerte, au bas d'un escalier. Et sur le mur, une empreinte sanglante énorme. Beaucoup depuis disent sentir sa présence, comme une ombre massive, toujours dans le couloir des ombres. Au premier étage, une autre entité hante les visiteurs. Hattie. De son vivant, Hattie était aveugle, connue pour saluer chacun d'un « hello », joyeux, répété encore et encore. Aujourd'hui, certains entendent encore cette voix, presque chantante, résonner dans les chambres abandonnées, comme une boîte à musique cassée. Et puis il y a l'histoire de Suzy Yenser, une ancienne gérante, qui menait une expérience avec des enquêteurs. Ils avaient disposé des objets dans une pièce, un bâton lumineux, une chaise pour enfants et un ballon. Dans le silence, la chaise s'est mise à osciller doucement, puis le ballon, immobile jusque-là, a roulé lentement, comme poussé par un souffle invisible. Un témoin affirme avoir vu un bras spectral surgir de nulle part, tenter d'attraper la balle, puis disparaître dans le néant. Depuis, cette salle est considérée comme l'une des plus hantées de Rolling Hills. Mais le pire reste l'ancienne infirmerie. Dans les années 30, elle était dirigée par une infirmière surnommée Nurse Amy. Les rumeurs racontent qu'elle se livrait à des pratiques occultes et murmurait des prières interdites la nuit dans le noir. Aujourd'hui, ceux qui s'en approchent parlent de rires démoniaques qui résonnent encore. Les murs portent la mémoire des supplications, des cris étouffés, des chaînes qu'on utilisait pour confiner les patients jugés dangereux. En 2012, une photo prise près de l'infirmerie a figé un détail glaçant. Une silhouette translucide, penchée, comme si elle observait celui qui tenait l'appareil. Depuis, même les plus courageux évitent cet endroit. Depuis 2007, Rolling Hills Asylum est ouvert au public. Certains viennent pour l'histoire, d'autres viennent pour chercher les fantômes. Mais tous repartent avec la même sensation, celle d'avoir été observés. Parce qu'ici, le passé ne dort jamais. Les murs transpirent la souffrance, et à travers les couloirs sombres, il suffit parfois d'un souffle, d'un murmure, pour comprendre que certaines âmes refusent d'oublier. Alors une question demeure. Que feriez-vous si les morts refusaient de vous laisser partir ?
Quand on parle de Mark Twain, on pense à Tom Sawyer, Huckleberry Finn et leur escapade sur les eaux du Mississippi. Mais à New York, dans le quartier paisible du Greenwich Village, une maison raconte une histoire bien plus sombre. Le 14 West 10th Street, une élégante bâtisse de briques rouges semblable à toutes les autres. Sauf qu'ici, plus de 20 esprits tourmentés entouraient encore les lieux. Et parmi eux, dit-on, la silhouette la plus célèbre, Mark Twain lui-même. Vêtu de son éternel costume blanc, cigare aux lèvres, il errerait parfois dans l'ombre des couloirs. Construite à la fin des années 1850, bien avant la guerre de sécession, la maison semblait rassurante. Façade soignée, escalier bordé de plantes, mais derrière cette apparente élégance, un malaise rôde. Dès ses premiers propriétaires, les rumeurs de phénomènes étranges se multiplient. Des bruits de pas dans les couloirs, des silhouettes fugitives la nuit, des murmures étouffés derrière les murs. Certains chercheurs pensent même que les manifestations pourraient être liées à des événements bien plus anciens. Guerre coloniale, massacre d'Amérindiens, comme si le sol lui-même portait déjà la mémoire du sang et de la douleur. En 1900, Mark Twain s'installe dans la maison, à la recherche de calme. Mais il n'imagine pas qu'il va y laisser une part de lui-même. Sa vie est déjà marquée par les drames. Son fils, mort en bas âge, une fille emportée par la méningite, son épouse adorée, Olivia, fauchée par la maladie. Twain traîne avec lui un poids invisible, et certains pensent que la maison l'a choisi. Un soir, assis près de la cheminée, il voit soudain un morceau de bois se soulever, flotter, puis retomber lourdement au sol. Il croit d'abord à un animal, prend son fusil, cherche une explication. Rien, pas le moindre souffle, pas la moindre présence. Depuis ce soir-là, Twain n'a jamais douté que la maison cachait quelque chose d'autre. Après sa mort en 1910, beaucoup affirment que son esprit est resté prisonnier des lieux. En 1937, une mère et sa fille aperçoivent un homme vêtu d'un costume blanc descendant l'escalier. Elles reconnaissent immédiatement son visage, Mark Twain. Le spectre les fixe longuement, puis murmure « Je m'appelle Clémence et j'ai un problème à résoudre ». Et puis, il disparaît. En 1957, le couple Brian Bartel s'installe dans la maison. Très vite, Janine, actrice et médium autoproclamée, vit un enfer. Des courants d'air glacés dans des pièces closes, des bruits de pas au-dessus d'elle, des meubles qui bougent tout seuls, et parfois une caresse glaciale sur la nuque. Leurs nuits deviennent insupportables. Janine jure même avoir senti entre ses doigts une matière étrange, froide, humide, presque vivante, de l'ectoplasme. Plus troublant encore, elle prétend avoir perçu la présence d'une petite fille, d'un bébé et même d'un chat, tous enterrés sous la cave. Et puis, il y a cette voix, celle d'une femme, Rinnie Mallison, morte en 1848, qui lui aurait murmuré son histoire à travers le temps. Accablés, les Bartel finissent par fuir. Janine écrit un livre, La Maison de la Mort, pour raconter son expérience. Quelques semaines après la parution, elle meurt subitement d'une crise cardiaque. Certains murmurent que la maison ne voulait pas qu'elle parle. Le 2 novembre 1987, la maison sombre à nouveau dans l'horreur. La police découvre le corps sans vie de Lisa Nussbaum, 6 ans, dans la salle de bain de l'appartement. Elle baignait dans une mare de sang, victime de sévices atroces. Le coupable, Joel Steinberg, son père adoptif, un avocat new-yorkais respecté, arrêté, condamné, puis libéré quelques années plus tard. Aujourd'hui encore, il vit à Harlem, libre, sans le moindre remords. Et pour beaucoup, ce drame n'était pas un hasard. La maison attire la tragédie, comme si une force invisible y appelait la souffrance. Au fil des décennies, les drames, les morts violentes, les destins brisés se sont accumulés. Certains disent que les âmes des victimes sont toujours là, piégées. D'autres parlent d'une présence plus ancienne, plus sombre, quelque chose qui se nourrit de la peur. Mais aujourd'hui, cette adresse reste l'une des maisons les plus hantées de New York. Un lieu où l'histoire et la mort s'entrelacent. Un lieu où les murs eux-mêmes semblent se souvenir. Et si un jour vous passez devant, arrêtez-vous un instant pour écouter. Peut-être entendrez-vous une voix ou un murmure, ou peut-être même le rire étouffé d'un écrivain prisonnier de sa propre légende. Les employés de Newton House commencent à s'y habituer, mais certains avouent que parfois l'angoisse devient insoutenable. Chaque matin, ils retrouvent les lumières rallumées, alors qu'ils les avaient éteintes la veille. Dans l'escalier principal, on a la sensation d'être observé, et dans le sous-sol, une odeur âcre de tabac froid flotte dans l'air, disparaît puis revient, comme si quelqu'un fumait encore ici. Situé près de Landello au Pays de Galles, Newton House est considéré comme l'une des maisons les plus hantées de Grande-Bretagne. Et derrière ses murs, chaque pierre semble retenir un souvenir. Certains ne devraient jamais être réveillés. Construite dans les années 1660, Newton House fut pendant longtemps une demeure imposante, presque majestueuse. Mais son histoire est marquée par les drames. Héritier disparu trop tôt, famille décimée,
abandon, en 1974, le manoir tombe à l'abandon total. Pillé, squatté, rongé par l'humidité, et lorsqu'il est enfin racheté et restauré dans les années 90, les ouvriers découvrent des objets étranges dissimulés sous les planchers. Un dé à coudre en argent du XVIIIe siècle, une carte à jouer annotée et une page carbonisée datée de 1689. Certains pensent que ces objets ont été placés intentionnellement comme offrande ou avertissement. Mais les ouvriers racontent surtout une sensation oppressante. Des bruits de pas derrière eux, des souffles glacés dans la nuque, comme si la maison refusait d'être réveillée. Dès la réouverture au public, les témoignages affluent. Beaucoup affirment que Newton House est devenu un refuge pour les morts. On rapporte l'apparition d'un jeune garçon errant dans les couloirs, celle d'un homme sombre suivi d'un immense chien noir, et celle plus rare, d'une nourrice vêtue d'habits victoriens, immobile dans l'ancienne crèche. Les visiteurs parlent d'une vague glaciale qui les traverse instantanément, comme des aiguilles de glace courant le long de leur colonne vertébrale. Le personnel, lui, refuse presque systématiquement de monter à cet étage après la tombée de la nuit. Certains disent y avoir entendu des rires d'enfants, des chuchotements et des petits pas précipités dans le vieil escalier. Mais le lieu le plus redouté, c'est l'escalier principal. Les phénomènes paranormaux y sont si fréquents que beaucoup refusent désormais de l'emprunter seuls. Dès les premières marches, une sensation d'étouffement s'installe. Certains disent sentir une corde invisible se resserrer lentement autour de leur cou, les empêchant de respirer. Beaucoup pensent qu'il s'agirait de l'esprit d'un ancien domestique pendu ici. Des visiteurs affirment avoir aperçu, assise dans l'ombre, une vieille femme vêtue de noir, le visage caché, sauf ses yeux. Des yeux brillants d'une lueur malsaine qui semble suivre chacun de vos pas. Dans le sous-sol, une odeur persistante de tabac froid hante encore les couloirs. Elle serait liée à Walter, un ancien majordome qui passait ses journées ici, sa pipe à la bouche. Les guides disent que son fantôme rôde toujours, sa présence trahie par ce parfum âcre comme une signature venue d'outre-tombe. Mais Walter n'est pas le seul à errer dans la maison. L'entité la plus célèbre, c'est Lady Eleanor Cavendish. Au début des années 1720, Eleanor fut promise à un homme qu'elle n'aimait pas. Pour échapper au mariage, elle se réfugia à Newtown House, mais son prétendant la retrouva. Obsédé, il la harcela, la supplia, jusqu'au jour où il perdit le contrôle. Dans la crèche où elle s'était cachée, il l'attrapa et l'étrangla de ses propres mains. Pris de remords à la suite, il se donna la mort. Depuis, on raconte que Lady Eleanor hante les lieux. Beaucoup affirment l'avoir vue errer dans les couloirs, le regard noyé de larmes, prisonnière d'un moment qui se répète éternellement. Et on dit que si un jour vous entendez un sanglot étouffé derrière vous, il vaut mieux ne pas vous retourner. Dans les années 80, une équipe de télévision vint tourner un documentaire sur Newton House, mais très vite, les phénomènes les dépassaient. Un caméraman sentit deux mains invisibles se refermer autour de sa gorge, des membres de l'équipe tombèrent malades sans raison et la température chuta brusquement dans plusieurs pièces. Et puis une nuit, elle apparut, une silhouette vêtue de blanc, flottant au-dessus du sol, le visage noyé de larmes. Elle traversa la pièce et disparut dans un placard. Quand les enquêteurs l'ouvrirent, ils ne trouvèrent rien, pas une trace, pas une empreinte, comme si elle n'avait jamais existé. Newton House attire des milliers de visiteurs chaque année. Certains viennent pour l'histoire, d'autres pour les fantômes, mais tous repartent avec la même sensation, celle d'avoir été observés. Car ici, les morts ne quittent jamais vraiment la maison, comme si Newton House choisit toujours ceux qu'elle laisse repartir. Le village de Prégny en Moselle s'accroche sur un éperon rocheux sous le regard silencieux de son ancien château féodal. Bâtie au XIe siècle, la forteresse fut assiégée, brûlée, reconstruite, attaquée à nouveau. Ses pierres ont vu couler le sang, beaucoup de sang. On raconte qu'en 1286, un capitaine nommé Milon de Vandières défendit les remparts jusqu'à son dernier souffle. Depuis, la tradition l'appelle le Cavalier Noir. La légende dit que son âme, condamnée, erre encore sur ces terres, chevauchant un destrier spectral, hurlant à travers les vents. Les anciens du village jurent qu'aux nuits de brume, on peut voir une silhouette sombre surgir des murailles effondrées avant de disparaître dans les brouillards. Mais les ruines portent d'autres secrets. Au XVIe siècle, le château devient un tribunal de haute justice. On y juge, on y condamne, on y exécute. Puis vient la chasse aux sorcières. Accusées de pactiser avec le diable, des dizaines de femmes sont emprisonnées, torturées et brûlées vives. Parmi elles, une herboriste, Illevin Cugat. Elle cueillait des plantes médicinales, et elle fut déclarée sorcière. Au moment de mourir, la légende raconte qu'elle aurait juré que son âme entrait ces terres jusqu'à la fin des temps. Et depuis, certains affirment qu'une silhouette blanchâtre erre entre les ruines, la Dame Blanche de Prégny. Et ce n'est pas la seule. Les archives rapportent qu'une autre femme, Christaille, avoua sous la contrainte avoir participé à un sabbat dans les bois voisins. Depuis, ces bois sont réputés maudits. On dit qu'aux nuits sans lune, on peut encore y entendre des murmures, comme des voix qui ne veulent pas mourir.
Mesdames et messieurs, j'espère que ces différentes histoires vous ont plu. Personnellement, c'était un plaisir de vous avoir partagé ces petites histoires paranormales. J'ai fait au mieux pour vous mettre dans l'ambiance, j'espère que ça a fonctionné. Merci à vous, si vous regardez ici, d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram aussi si ce n'est pas encore fait et que vous en avez envie bien sûr. Nous on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!